Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Les médias et la mobilité, oui, c'est une question que l'on se pose aujourd'hui dans Voyage en mobilité. 30 minutes consacrées à une des grandes tendances de la mobilité de demain, avec au programme des débats, des discussions et surtout des invités. Vous êtes toujours le bienvenu du côté du pavillon 2.2 au cœur du mondial de la mobilité. N'hésitez pas à passer nous voir, bien entendu, il y a plein de places assises. Faites-vous plaisir. Alors, je suis avec aujourd'hui Monsieur Julien Cadot. Monsieur Cadot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Numérama ainsi que de Vroom, un site web d'actualité informatique / numérique créé en 2002 et qui a pour objectif de mettre ces deux domaines en perspective avec ceux de l'économie, de la société ou encore de la culture web. Et vous êtes aujourd'hui avec nous pour parler justement de ce sujet fort passionnant qu'est celui du média et de la mobilité. Alors Monsieur Cadot, rebonjour, merci beaucoup d'être avec nous. De rien, c'est un plaisir. Vous avez lancé très récemment une nouvelle, on va dire, plateforme sur votre site, un nouveau média rattaché au site de Numérama déjà existant. Ça s'appelle Vroom et en fait c'est une marque média qui couvre l'actualité automobile et celle de la mobilité. Du coup, votre présence est assez opportune. Vous voyez, on fait bien les choses. Tout à fait. Puisque notre émission du jour est consacrée, je vous le disais, au rapport entre médias et mobilité, notamment à leur transformation parallèle. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pour qu'on saisisse bien de quoi il s'agit, est-ce que vous pouvez nous parler de Numérama, de sa genèse, de sa ligne éditoriale ? Oui, tout à fait. Alors, c'est un média que le groupe qui l'édite a racheté en 2015 avec la volonté d'en faire une référence sur les sujets de société numérique, d'innovation technologique et de poser la question, en fait, quel est notre horizon technologique ? Qu'est-ce que la technologie va changer dans notre société, dans nos vies, dans nos rapports à la politique, dans notre rapport au business, etc. On a créé cette ligne éditoriale assez large, d'inspiration très, très anglo-saxonne, en se disant que en France, ou du moins dans les médias francophones, on manquait, disons, d'un média généraliste qui va laisser s'exprimer des spécialistes en fait, des nouvelles technologies et du futur. C'est une ligne éditoriale qu'on retrouve bien sûr beaucoup aux États-Unis et beaucoup en langue anglaise et qui manquait à notre sens en France. On l'a lancé donc en 2015 avec cette volonté d'élargir, de toucher énormément de sujets et c'est vrai que dès le début la mobilité a été une des réflexions qu'on a eues pour élargir notre ligne éditoriale. Et c'est là que vous vous êtes dit, on va créer Vroom. Non. non, parce que là, on est en 2015, on n'a pas encore cette idée-là. En 2015, en tant que média jeune, enfin, il n'est pas naissant parce que c'est un vieux média, c'est une marque qu'on a rachetée, mais en tant que média qui veut se redonner un souffle, on a fait des paris en fait. On a fait des paris éditoriaux en se disant quelles seront les limites de notre ligne éditoriale, qu'est-ce que seront les choses qu'on va être amené à tester, et on s'est autorisé beaucoup de sujets, et notamment la mobilité, parce qu'on a eu une réflexion autour des changements même de l'industrie en fait. C'est-à-dire qu'on a vu l'industrie automobile changer avec de nouveaux acteurs. Évidemment, tout le monde pense à Tesla quand on parle de mobilité et de nouvelles technologies. Et avec ces nouveaux acteurs et cette nouvelle manière de faire des voitures, on s'est dit peut-être qu'il y aurait un nouveau lectorat qui serait intéressé différemment à l'automobile et qui aurait une volonté de lire autre chose que ce qu'on peut trouver dans les médias qui étaient déjà là et qui font un travail tout à fait remarquable sur le sujet. Oui, sachant que vous aviez déjà des chiffres très intéressants sur Numérama, sur le nombre de lectures et de lecteurs sur le tag transport par exemple. C'est ça, c'est que Vroom, on le lance donc pour le Mondial de l'Auto 2018, donc c'est tout récent. Et ça, c'est après 3 ans d'avoir travaillé en fait ce sujet un peu en sous-marin, d'avoir fait des tests, d'avoir donc réaliser de l'actualité autour de l'automobile, mais toujours avec un angle, quelle sera l'automobile de demain, l'actualité autour des transports, comment se déplacera-t-on dans les villes demain, mais également de faire des choses qui étaient plus d'habitude dans la presse auto classique, c'est-à-dire des essais de véhicules, des interviews avec des designers, avec des ingénieurs de l'industrie. Enfin bref, on a essayé de s'attribuer ces sujets et de les passer dans notre ligne éditoriale. Alors ça, on l'a fait en sous-marin. Et là, c'est vrai qu'après 3 ans, on s'est rendu compte que c'était
clairement une des identités de notre ligne éditoriale. Mais pourquoi justement? Est-ce que aujourd'hui, vous pensez que la mobilité, l'auto, la moto, mais voilà, le vélo, libre-service, l'avion, que sais-je, est-ce que vous pensez que c'est là, en fait, que la technologie, ou en tout cas cette transformation numérique de la société se joue le plus? C'est le domaine le plus intéressant à traiter pour vous, qui êtes un média numérique spécialisé dans la tech, l'informatique, etc. On a en fait, je pense qu'on a deux mouvements qui ont été suivis de très près par Numérama et donc désormais par Vroom. Le premier, c'est l'émergence de modèles économiques et de réalisations dans l'industrie automobile qui sont inspirés de ce que les nouvelles technologies ont fait. Tesla, par exemple, on a tendance à toujours dire que c'est l'Apple de la voiture. Pourquoi? Parce qu'ils reproduisent des modèles, des manières de commercialiser, de distribuer, de vendre un peu du rêve autour de l'automobile à une nouvelle génération, à une génération assez jeune qui ne voyait pas l'automobile du tout. J'en ai parlé avec beaucoup de constructeurs comme quelque chose à avoir. On n'est plus il y a 40-50 ans où la première chose qu'on s'achetait c'était une voiture quand on avait 18 ans. On s'achète un smartphone maintenant. On s'achète peut-être un ordinateur portable, on s'achète un objet technologique. Et en fait, cette nouvelle manière de commercialiser un véhicule qu'a pu apporter Tesla, on l'a retrouvée chez beaucoup de constructeurs qui s'y sont mis de force en se disant le futur de notre métier, le futur de l'automobile passe aussi par la technologie. Alors oui, parce qu'il n'y avait pas de choix. Enfin, ça aurait été un suicide que de ne pas entreprendre ce virage. Clairement. Et on a vu beaucoup de constructeurs adapter en fait leur manière de commercialiser. Alors par exemple, en automobile, il y a quelque chose, le concept de mise à jour, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant, mise à jour logicielle. Typiquement, vous vouliez avoir un nouveau logiciel embarqué dans votre véhicule, un constructeur vous proposait de racheter le véhicule suivant. C'est quelque chose qui est tout à fait normal dans le monde de la tech. On a des mises à jour sur nos smartphones, on a des mises à jour sur nos ordinateurs, mais en voiture, c'est vrai qu'on avait cette espèce de vente liée entre le logiciel et le matériel. Maintenant, on voit de plus en plus les constructeurs mettre à jour leur système embarqué et le prévoir comme un système avec des mises à jour. Et ça, c'est clairement emprunté à la tech. C'est au-delà de tous les aspects motorisation, finition, etc. Oui, innovation technologique. Il y a de l'innovation à l'intérieur de la voiture. Et c'est là où je vais parler de cette deuxième tendance, c'est que on a l'impression aujourd'hui que l'innovation la plus radicale, tout ce qui est l'innovation la plus loin dans le futur, elle se passe dans le milieu de l'automobile. Parce qu'on va pouvoir parler de conduite autonome aujourd'hui. La conduite autonome, c'est un domaine qui est fascinant, qui est ultra complexe, mais qui mêle des problématiques qui sont purement liées à l'informatique. Comment vous faites conduire une voiture? Il faut qu'elle ait des yeux. C'est quoi des yeux? C'est des caméras, c'est des capteurs, c'est des radars, c'est des sonars, c'est des lidars. Comment vous interprétez ça? Eh ben, qui est le nouveau leader de la voiture autonome en termes de hardware? C'est Nvidia, une marque qui construisait des cartes graphiques jusqu'ici pour les joueurs PC, qui construisait des serveurs. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'une carte graphique, ça pouvait interpréter le réel, ça pouvait voir la route. Et donc, en fait, on a un croisement clair entre Nvidia qui passe des marchés avec à peu près tous les géants de l'automobile et la technologie. Mais c'est drôle parce que du coup, en fait, c'est un double virage pour deux domaines différents. C'est-à-dire qu'on a d'un côté l'automobile qui réalise un virage numérique technologique pour pouvoir s'adapter. Mais du coup, on a les entreprises qui étaient déjà dans le numérique et le technologique qui, eux, font un virage vers l'automobile et vers la mobilité, quoi. Oui, et qui vont les tirer en plus vers toujours plus de nouveautés. Quand je vous parlais du logiciel, on parle aussi du matériel. Aujourd'hui, comment dire qu'on vend une voiture en 2018 et qu'elle n'aura pas la capacité de faire ce que le modèle de 2019 peut faire à matériel embarqué équivalent? C'est plus possible. Et donc, ce que fait un Nvidia, c'est de dire je vous vends une plateforme qui pourra être mise à niveau l'année d'après avec un simple passage au garage pour le propriétaire. Alors ce sera probablement monétisé en plus, donc ça crée un business model, mais ça crée des voitures qui sont évolutives sur le long terme. Et justement, vous parliez de toutes ces innovations technologiques, de mise à jour, etc. On a aussi le MaaS qui va arriver dans peu de temps, qui est, on va dire, le symbole ultime de cette numérisation de la mobilité. Oui, complètement. Alors oui, on est sur Alors il y a la mobilité côté constructeur, donc c'est faire des voitures, mais même les constructeurs pensent service aujourd'hui.
Ils se disent, est-ce que la voiture de demain, ce sera une voiture possédée par la personne qui l'achète, ou est-ce que ce sera une voiture possédée et partagée, c'est-à-dire mise dans un grand réseau où on perdra tous ces moments où la voiture ne fait rien en fait, quand elle est garée chez vous sur un parking, au bureau dans le parking également. Il y aura peut-être une meilleure gestion des parcs auto et une meilleure gestion finalement de la voiture avec ses abonnements. Et justement, selon vous, avec Vroom, que cherchent vos lecteurs en lisant Vroom ? Je pense que déjà que nos lecteurs n'ont pas été volés entre guillemets à la presse traditionnelle automobile. On va en parler. On va en revenir bien sûr, mais je pense qu'ils viennent chez nous pour voir comment la technologie impacte la mobilité de demain. Et quand je dis la technologie, je la pense au sens très large, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à la réflexion d'un urbaniste sur comment refaire la ville pour qu'elle accepte la voiture autonome, comment refaire la ville pour que les bornes électriques remplacent les stations-service. Enfin, il y a énormément de questionnements qui aujourd'hui sont adressés par Vroom et que le lecteur viendra chercher. Et après, il y a également un deuxième aspect, je pense, de notre ligne éditoriale, c'est de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un jeune lecteur qui veut rentrer dans l'automobile souhaite lire ? Est-ce qu'il souhaite qu'on ergote sur les finitions d'un siège en cuir, ou est-ce qu'il souhaite savoir si sa voiture est compatible CarPlay et Android Auto ? Et ça, c'est notre expertise qu'on apporte là-dessus. Et là, vous avez déjà donné un élément de réponse en parlant notamment de ce que cherchent vos lecteurs et les lecteurs en règle générale. Mais comment vous avez décidé de traiter la mobilité avec Vroom ? Comment on traite en fait la mobilité quand on est un média ? Donc vous êtes un média assez particulier puisque vous êtes assez spécialisé, on le disait, sur ce sujet de la transformation numérique et technologique et informatique. Mais comment on traite la mobilité quand on est un média ? Quel est le meilleur moyen de le traiter ? Il y a plusieurs éléments, je pense, dans un média qui veut faire de la mobilité ou de l'automobile. Et la première, je pense que c'est rester déjà au contact des constructeurs et des lecteurs qui sont ceux qui vont faire la mobilité de demain. En fait, les constructeurs parce que c'est eux qui font les voitures, et les lecteurs parce que c'est eux qui s'informent et qui vont aussi, informer le constructeur de ce que le lecteur de demain veut. Moi, quand je fais des essais auto et que des constructeurs me disent on ne sait pas aujourd'hui comment intéresser les jeunes à la voiture, c'est quelque chose où je me dis mais c'est pas possible. Nous, notre lectorat, il a entre 18 et 35 ans. C'est pas des gens que je considère comme âgés. Pourtant, nos pages qui sont liées au transport fonctionnent énormément. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce côté être proche du véhicule et montrer qu'il peut aussi être un outil technologique et un outil passionnant dans la sphère technologique. Et justement, on a parlé de votre rapport à la mobilité. Et quel rapport à la mobilité avec vous ? Enfin, depuis tout à l'heure, vous avez beaucoup cité votre expérience et vos rencontres avec les constructeurs. Justement, les constructeurs, quand ils voient Vroom, quand ils voient Numérama, ils se disent il faut absolument travailler avec eux. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que de toute façon les constructeurs se sont rendus compte qu'il était aujourd'hui obligatoire de devoir amorcer ce virage, et du coup ce virage il est aussi aidé par des personnes comme vous, avec Vroom ou avec Numérama ? Je pense, oui. Après, Vroom, ça a été aussi une manière de légitimer notre travail qu'on a fait en sous-marin pendant 3 ans auprès des constructeurs. Leur dire, regardez, il y a un site, enfin on en parle. Et c'est vrai que les premiers contacts qu'on a eus, c'est avec des gens vers qui la mobilité de demain était une évidence. Les premiers qui sont venus nous voir, qui on est allé voir et qui ont été séduits par notre projet Numérama, c'était Tesla. Mais Ford les a rejoints très rapidement, par exemple, en se disant oui, la Ford de demain, il va falloir qu'on l'accompagne avec un nouveau lectorat. Après, les sensibilités diffèrent. Il y a des constructeurs qui ne voient pas encore l'intérêt du tout de parler dans des médias comme ça. Vous avez des noms ? J'ai des noms, ouais. Je plaisante. J'ai des noms, mais même parfois c'est vrai que j'ai tendance à discuter, et quand j'entends par exemple un gros constructeur très premium me dire que sa voiture est équipée pour conduire de manière autonome, c'est-à-dire de conduire toute seule, mais qu'il ne vendra pas de mise à jour.
c'est-à-dire qu'il ne fera jamais en sorte que cette voiture puisse conduire logiciellement toute seule, je dis, mais ça, auprès de notre lectorat, je peux vous assurer que je vais l'écrire et que c'est quelque chose qu'ils vont remarquer. Et que le lectorat de Numérama va se dire, c'est qui ces ringards ? Comment vous pouvez concevoir aujourd'hui une voiture qui vaut 70 000, 80 000, voire 100 000 euros, équipée de toutes les technologies qui pourraient la faire rouler toute seule, et ne pas promettre qu'une mise à jour viendra dans 5, 10, 15 ans sur ce véhicule qui fera en sorte qu'il roule tout seul. Donc finalement, des médias comme le vôtre finissent par influencer les stratégies, alors pas forcément de com, mais en tout cas d'innovation de certains constructeurs. Enfin, j'espère. Je généralise volontairement. J'espère, mais en tout cas, c'est vrai que la discussion avec eux est très ouverte et j'ai l'impression qu'ils apprennent beaucoup des nouvelles habitudes de notre lectorat avec la ligne éditoriale qu'on tient. Ça vous surprend cette collaboration qui est née du coup entre vous et eux ? Non, pas vraiment, parce que c'est une collaboration à laquelle on est habitué dans les médiathèques parce qu'on a l'habitude d'aller aux événements des constructeurs du milieu de la tech et de leur faire, si on est comme nous indépendants et sans contrainte derrière pour critiquer autant que faire des éloges, ils ont l'habitude de notre justesse sur les produits et sur les actions qu'ils mènent. C'est un peu pareil avec l'automobile. C'est-à-dire que c'est une sorte de relation où on va clairement dire on ne cachera pas les choses à nos lecteurs. Mais surtout, en fait, pour eux, avec Vroom et Numérama, il y a quand même un grand intérêt de suivre ce qui se dit sur vos articles en lien avec la mobilité, puisque vous avez aujourd'hui beaucoup de lecteurs qui sont en fait spécialistes de ça, de l'informatique, de la tech et de cette liaison avec la mobilité. Oui, tout à fait. Numérama, c'est une audience qui est quand même au-delà du spécialiste. On parle de 4 millions de visites par mois, donc ça fait quand même une belle audience qui, je pense, est sortie en fait du prisme des spécialistes. Mais on a toujours un cœur de lecteur qui effectivement est très au fait, très au courant, et c'est peut-être aussi celui qui va venir lire des réflexions, des analyses, des choses beaucoup plus poussées qu'on peut proposer sur Vroom aujourd'hui autour de la mobilité de demain, et effectivement donner ces critiques qui sont parfois acerbes et qui peuvent, orienter des choix à terme. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, on semble comprendre que avec Vroom et avec Numérama, vous étiez en avance sur certains sujets de la mobilité par rapport à certains constructeurs et professionnels du milieu, quoi. Ah, je pense, oui. Je pense qu'on a été en avance tout de suite parce que c'était l'ADN de Numérama qu'on voulait, du moins celui qu'on voulait lui donner en 2015, et qu'on s'est dit qu'on allait traiter tous les sujets qu'on traite avec un coup d'avance. On n'aurait pas la promesse éditoriale qu'on a aujourd'hui si on avait arrêté de remplir le pacte avec nos lecteurs, qui est de voir un petit peu ce qui va se profiler dans les domaines qu'on traite. Aujourd'hui, avec la mobilité comme on l'a traité, c'est vrai que nous, on a beaucoup de sources et d'inspiration qui ont été faites dans pas mal de pays. Je pense notamment à l'excellent blog qui s'appelle Electrek aux États-Unis, donc qui s'est complètement orienté sur la mobilité électrique. Donc ils ont une ligne éditoriale encore plus réduite que la nôtre, c'est-à-dire qu'ils ne vont même pas parler des autres moyens de rouler que des moyens électriques. Aujourd'hui, ça devient clairement de l'actualité mainstream. À l'époque, c'était un petit blog. Je vois très bien, mais du coup, selon vous, dans le futur, de ce rapport entre médias et acteurs de la mobilité, sachant que vous étiez en avance par rapport à certains d'entre eux, est-ce que vous pensez qu'il y aura une progression qui sera parallèle, que les médias comme le vôtre seront, quoi qu'il arrive, un petit peu toujours en avance parce que plus spécialisé et que vous avez cette habitude d'être concentré là-dessus? Vous en pensez quoi justement de ce futur et de cette évolution parallèle entre vous, les médias spécialisés, et les constructeurs? Je pense effectivement qu'il y a une manière d'apprendre aux constructeurs ce de quoi demain sera fait. Mais en fait, les constructeurs ont aussi une autre démarche qui est une démarche de vendeur. Ils ne peuvent pas toujours être dans le futur. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils proposent des modèles d'aujourd'hui
Et ça, ça demande une recherche et développement bien différente. Parce que vous voulez dire que s'ils anglaient trop sur le futur, au final, ils construiraient plus parce qu'ils passeraient leur temps à regarder, Tout à fait. À regarder en haut. Un smartphone, on le change tous les ans. Une voiture, on ne va pas la changer tous les ans. Ouais. Enfin, on le change tous les ans. Non, on change 1 an, 3 ans. Sauf si on est très riche. Exactement. Mais oui, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça aussi, je pense que les modèles les plus avancés technologiquement sont des modèles les plus onéreux aujourd'hui en termes de véhicules, et que les technologies respectent aujourd'hui une sorte de descente vers l'entrée de gamme, c'est-à-dire que vous allez trouver des technologies ultra de pointe sur les modèles les plus chers, et 3 ans, 4 ans, 5 ans après, elles seront de série en fait sur les modèles entrée de gamme. Ça, c'est quelque chose que l'automobile ne peut pas abandonner. Alors certains font des petits tests, hein, ils essayent d'équiper même les modèles les moins chers avec des équipements qui sont aujourd'hui réservés au haut de gamme. Ça marche plutôt bien, je pense, et c'est des véhicules que nous on teste et qui ont une belle audience aussi. En termes de consommation, parce que là on parlait beaucoup de ce rapport ou de ce parallèle qu'il peut y avoir entre l'évolution des médias numériques comme le vôtre, celui des constructeurs et justement ce virage tech qu'ils ont entrepris. D'ailleurs, vous pouvez nous dire à peu près quand est-ce que vous pensez que les constructeurs et le monde de la mobilité a commencé à faire ce virage ? Je dirais que Tesla a mis un gros coup de pied dans la fourmilière, ouais. Et que au début il considérait un peu le constructeur comme un petit qui allait couler en 1 an et c'était fini. Maintenant c'est plus du tout le cas, hein. On a des déclarations même de BMW qui a dit récemment, je pense pour le mondial notamment, quelque chose comme Tesla met la pression sur l'industrie. C'est-à-dire que avant, c'était une industrie qui roulait au pas, on va dire, hein, sans faire de jeu de mots, mais qui se reposait pas mal sur ses lauriers, quoi. Ouais, voilà, elle se reposait, sur des acquis, sur des plateformes, que ce soit du côté de la motorisation ou de la manière de concevoir un véhicule. Aujourd'hui, on a un Tesla qui vient secouer un peu tout ça, et qui en fait change très rapidement les habitudes de consommation des gens. Alors ce que je vous dis sur les mises à jour, c'est vrai, peut-être que sur l'électrique ce sera vrai aussi. C'est vrai qu'avant Tesla il y a eu des voitures électriques, mais on n'a pas parlé autant de la voiture électrique que depuis qu'ils sont là, et que un Jaguar, un BM, un Renault peuvent sortir des voitures aujourd'hui complètement électriques. Ouais, mais est-ce que c'est pas les premiers à s'être vraiment donné les moyens de faire, de pas faire de greenwashing, quoi, de dire nous on veut faire ça, on va le faire vraiment, quoi. Complètement. Après c'est vrai qu'ils ont ils ont une stratégie qui est risquée parce que elle est contrainte au haut de gamme pendant pas mal de temps pour faire de la marge, faire du chiffre d'affaires et finalement descendre vers l'entrée de gamme. Et cette descente vers l'entrée de gamme, elle est très 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 complexe. On s'aperçoit que Tesla aujourd'hui a du mal à produire son Model 3 à $35 000, hein. C'est cette voiture un peu Saint Graal qui leur permettrait d'avoir une vraie place dans l'industrie. C'est compliqué. Et c'est pour ça que je pense que les constructeurs auto ont aujourd'hui une sorte de marge d'erreur et une sorte de laps de temps dans lequel ils peuvent s'ajuster. Et ce qui est intéressant au mondial notamment, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui les constructeurs concurrents, même principalement la grosse industrie allemande de l'automobile, sort ses armes contre Tesla, et elles prennent quelle forme ? Elles prennent la forme de SUV, des SUV électriques qui viendront concurrencer le Model X. On en voit sur tous les stands au mondial. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'ils vont jouer littéralement sur la même gamme que Tesla. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant cette dimension dont vous parliez ils sont pas morts en 1 an quand on leur prédisait, et même au final ils mettent la pression sur le marché. Je voulais vous parler, pour continuer ce débat sur le rapport qu'il peut y avoir entre médias et mobilité, et on est parti assez naturellement sur le domaine de la voiture, de la presse spécialisée. Moi je me suis noté presse spécialisée, virage maîtrisé. Alors vous me pardonnerez pour ce trait d'esprit assez douteux, mais le but de cette émission, à travers votre prisme de votre média nouvelle génération, hein, qui angle sa ligne éditoriale sur un contenu moderne, on va dire, lié aux nouvelles technologies et plus largement au numérique. Donc la presse spécialisée, on recense aujourd'hui encore une vingtaine de magazines et journaux qui traitent quasi exclusivement de ce sujet en France, de l'automobile. Déjà, vous, quel est votre regard sur cette presse qu'on dit mourante, et je reprends les mots du site internet spécialisé Le Boîtier Rouge, qui disait que la presse automobile est en train de mourir.
C'est vrai que là, vous avez cité un chiffre d'une vingtaine de titres, c'est ça? Ouais. Je pense qu'il est bien inférieur à ce qu'on avait avant. Et surtout, il a on s'aperçoit dans la presse ultra spécialisée en fait que les niches disparaissent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'imagine j'en ai parlé à certains confrères, il y a moins de magazines dédiés uniquement au 4x4 par exemple. C'est plus quelque chose qui fait autant rêver, qui est aussi imbriqué dans l'esprit du temps et qui a été un peu remplacé de manière assez commune par le SUV. En fait, que tout le monde fait en fait aujourd'hui. Avoir un SUV, ça devient commun. C'est une voiture de tout le monde. Donc en fait, je pense qu'ils ont peut-être un peu moins évolué avec leur temps et avec les habitudes de consommation et donc de lecture. Parce que finalement, quelqu'un qui veut acheter une voiture ou qui s'intéresse à l'auto, il évolue avec son temps. Il voit comment le marché se fait, ce que les constructeurs proposent. Et c'est vrai que peut-être certaines niches sont amenées à disparaître. Mais après, allez-y, pardon. En presse auto, ou je dirais automoto, peut-être un peu plus généraliste, on voit encore un traitement de l'actualité de la voiture qui est, je pense, un poil centré sur des concepts assez anciens comme la motorisation, les chevaux, la vitesse, une sorte de culture qui va encore avec, je pense, pas mal de générations de lecteurs. On n'est pas sur des générations qui se meurent ou qui sont en train de disparaître, mais qui ne parlent pas en fait aux générations de demain. Qui sont peu adaptés, mais du coup c'est assez rigolo parce que on en parlait juste avant. Vous avez Vroom, Numérama qui était en avance sur beaucoup de constructeurs sur ce sujet de la transformation numérique. Et en dessous, on a cette presse spécialisée qui serait censée être justement à votre niveau, c'est-à-dire en avance, et qui du coup, elle a du mal maintenant à suivre la transformation numérique des constructeurs. Ouais, je pense, parce qu'elles ne regardent pas les mêmes choses, parce que ce sont des journalistes habitués à une manière de traiter la presse automobile qui était celle qui existait peut-être il y a 10 ou 20 ans, qui parle encore aujourd'hui, comme je le dis, encore à un très grand lectorat, et on est lecteur de la presse auto, nous aussi. Mais quand moi je parle aux constructeurs, ils me disent, beaucoup de mes interlocuteurs ont des enfants, et ils me disent ils ne lisent pas la presse auto, que ce soit les filles ou les garçons, les hommes ou les femmes, les jeunes ne lisent pas la presse auto d'aujourd'hui, parce qu'elle a du mal à s'adresser à leurs problématiques. Et ce serait quoi du coup alors quel conseil vous donneriez à ces médias-là, enfin, sans avoir un ton paternaliste. Non, je ne dis pas que vous les prenez d'eau, rien du tout. Mais au contraire, ils nous inspirent beaucoup. Oui, voilà, c'est différent. Non, c'est pas ça, mais c'est de se projeter en fait dans la tête d'un adolescent d'aujourd'hui qui a quand même une autre définition du monde. On lui parle beaucoup d'environnement, on lui parle de villes qui sont surchargées de pollution, on lui parle de réduire la vitesse sur les autoroutes, sur les nationales. Parce et lui, il ouvre Automoto et on lui dit il y a tant de chevaux. Voilà, c'est que ça correspond plus, en fait, ça correspond plus à ce désir-là. Et surtout, il a envie, et ça c'est un terme qu'on a aussi pas mal repris, il a envie d'un smartphone qui roule. Il a envie de rêver autant de manière technologique, si ce n'est plus de manière technologique que de manière motorisée, etc. Donc je pense qu'il faut quand même pas mal intégrer les aspects sociologiques, culturels, environnementaux et politiques dans une réflexion autour de la voiture. Et avec du coup, de toute façon, c'est clair que la presse écrite, se meurt. Il va falloir peut-être que ces médias-là pensent à tout simplement supprimer leur tirage papier pour faire des économies et à se concentrer uniquement sur leur site internet, la vidéo, le côté interactif qu'on peut avoir, tout en ajoutant les rubriques dont vous avez parlé. Oui, c'est ça, c'est pas impossible que ce soit une des clés. Maintenant, il faut la déclencher rapidement, je pense. Parce que, mais après, vous savez que le monde des médias va vite. AutoPlus, c'est le 84e site mobile le plus consulté de France. Ouais, ça reste de très très belles audiences, j'en ai aucun doute, et ça reste de très belles audiences aussi parce que ils sont exhaustifs sur le sujet. Ce que Numérama et Vroom ne prétendent pas être en fait. On ne va pas traiter des 30 modèles qu'un constructeur va sortir par an. On va faire un focus sur là où ils innovent. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour conclure cette émission ? Pour conclure cette émission, je pense que
la mobilité de demain au sens très large, de toute façon, elle ne sera pas la même dans 10, 15 ou 20 ans. C'est-à-dire qu'on va vers des changements radicaux de la manière dont on conduit, mais également de la manière dont les villes s'organisent autour de la voiture. Et même la voiture, j'aurais tendance, si j'avais une boule de cristal, à dire que c'est un concept qu'on pourrait avoir oublié dans 50 ans. Le transport aujourd'hui a plus de sens que la voiture telle qu'on la voit aujourd'hui. Elle gardera, je pense, en revanche, et c'est là où je pense que les médias auto en général peuvent... c'est un des piliers sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Elle va garder une part de rêve, c'est-à-dire que je pense qu'on aimera toujours conduire, on aimera toujours avoir des sensations fortes, on aimera toujours avoir ce genre de choses, mais ça va devenir une pratique, en fait, une activité comme peut l'être l'équitation aujourd'hui, en fait. D'accord. C'est intéressant. Pour moi, j'imagine très bien encore la vitesse et la voiture exister en tant que passion, mais plus sur les routes peut-être. Je vous remercie beaucoup, en tout cas Julien Cadot, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Numérama et de Vroom, qui est une nouvelle marque média qui est intégrée à votre site et qui couvre l'actualité automobile et de la mobilité. Je conseille à tous nos auditeurs de s'y rendre, c'est très intéressant. Moi, je m'y suis rendu, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette émission. Sachez que vous pouvez nous retrouver en podcast sur mondial-paris.audio et sur les applications de podcast en tapant mondial-audio. Nous sommes sur les réseaux sociaux, bien sûr, comme tout le monde, Facebook et Twitter. On se retrouve très bientôt, que ce soit pour une question de mobilité ou pour Voyage en mobilité, qui était l'émission là tout de suite. Moi, j'ai envie de vous dire à la prochaine.